C'est l'heure de notre second débat. Vous savez, le plus souvent possible, on le choisit volontairement, décalé de l'actualité du jour. Je propose un gros plan sur les autoroutes françaises. Les tarifs ont augmenté de près de 5%. C'était début février. Pourtant, en 2021, un rapport de l'Inspection générale des finances pointait les surprofits des sociétés autoroutières. Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, leur a-t-il fait un cadeau en 2015 ? Faut-il renationaliser cette activité ultra rentable? Avant d'en débattre, les premières explications de Mathias Araez. C'est une surrentabilité qui a mis le feu aux poudres. 12% contre 8% initialement prévus. Dans un rapport confidentiel remis à Bruno Le Maire par l'Inspection générale des finances en 2021 et rendu public par le Canard enchaîné, l'administration évoque des bénéfices records pour les sociétés autoroutières. Une accusation rejetée par le président de Vinci Autoroutes lors de son audition au Sénat. Quand on affiche des chiffres à 9 zéros, on se dit, oula, ce sont des montants très significatifs. Je confirme que ce sont des montants très significatifs, mais les montants qui ont été investis et que les profits d'aujourd'hui compensent sont très significatifs aussi. Pour le gouvernement, les critères de calcul de la rentabilité retenus lors de la privatisation n'étaient pas bons, a reconnu Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie avance aujourd'hui deux possibilités, réduire de quelques années la durée de ces concessions, mais également une clause de révision de ces contrats. Ces deux principes n'ont de sens qu'à deux conditions. La première, c'est que la durée des concessions soit plus courte. Certaines concessions vont jusqu'à 75 ans. C'est des durées qui sont beaucoup trop longues. Et la deuxième condition, c'est le maintien pour l'État de la capacité de modifier directement le tarif des péages. Les autres recommandations du rapport de l'Inspection générale des finances, à savoir une baisse de 60% du prix des péages ou une taxe de 63% des profits bruts, n'ont selon toute vraisemblance aucune chance d'aboutir juridiquement. On en débat tout de suite avec Vincent Delahaye. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur Union centriste de l'Essonne et vice-président du Sénat, ancien rapporteur de la commission d'enquête justement sur ces concessions autoroutières qui avait été menée en 2020 à Martine Orange. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Mediapart et vous avez enquêté depuis plusieurs années sur les concessions d'autoroutes, sur les sociétés d'autoroutes. Olivier Babot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Professeur à l'Université de Bordeaux, président de l'Institut Sapiens. Et puis je signale que vous publiez, ça n'est pas notre thème, mais je signale votre livre, La tyrannie du divertissement, qui est aux éditions Buchet-Chastel. Émilie Zapalski, évidemment, est restée à mes côtés. Vincent Delahaye, je commence avec vous parce que, je l'ai dit, vous étiez rapporteur de cette commission d'enquête sénatoriale sur les concessions autoroutières 2020. Qu'est-ce que vous aviez découvert? Qu'est-ce qui était le plus frappant pour vous? Le plus frappant, c'est qu'il y avait un péché originel dans ces concessions autoroutières, c'est que les contrats avaient été conclus en fait entre l'État et lui-même, puisque c'était des sociétés d'économie mixte. Qui concluait avec l'État, donc ils l'avaient fait plutôt pour la forme. Et qu'au moment de la privatisation d'ouverture au privé, à la fois par Jospin en 2002 et ensuite par De Villepin en 2006 plus largement, en fait ces contrats n'ont pas été modifiés. Donc on avait des contrats de longue durée, avec sans aucune clause de revoyure, et finalement avec assez peu de contrôle de la part du concédant. Et possibilité de contrôle. Donc aujourd'hui, les sociétés d'autoroutes sont assises sur ces contrats. Elles considèrent que si on touche la moindre virgule du contrat, on touche à l'équilibre du contrat. Ouais. C'est quand même une aberration. Et on a peu de moyens, si on ne montre pas une grande fermeté, on a peu de moyens d'obtenir des évolutions, puisque en fait elles sont assises sur une rentabilité énorme. Quand elles vous disent, et quand le patron de Vinci qu'on vient d'entendre, dit en audition tranquillement, ah ben vous savez les concessions c'est des choses très longues et au début on fait des pertes, après on rattrape. En réalité, ils n'ont jamais fait de perte. Ouais. Si vous reprenez tous leurs résultats, nous on a repris toute la séquence de résultats, il n'y a jamais eu de perte. Et puis, pardon d'interrompre, il y a eu ce plan de relance autoroutier qui a été signé 2015-2016. Vous dites que les sociétés autoroutières, elles ont atteint leurs objectifs de rentabilité et que donc l'État pourrait, là, dès la mi-juillet, je crois que c'est pour Vinci, c'est ça, reprendre la main? Pas toutes les sociétés, parce que vous avez trois groupes. Vous avez trois groupes. Vous avez Vinci, Eiffage et un groupe espagnol, Abertis. Ouais. Abertis, c'est le nord de la France et la Normandie. Et eux, ils auront atteint le 8% de rentabilité. En fait, les actionnaires, quand ils ont investi en 2006, quand ça a été ouvert totalement au privé, ils se sont fixés des objectifs de rentabilité. Ouais. Donc pour nous, c'est ce que moi j'appelle l'équilibre du contrat. L'équilibre du contrat, c'est de se dire, ben voilà, on investit tant d'argent, 16 milliards à l'époque, et on se dit, ben on va avoir 8% de rentabilité. Et 8% de rentabilité, c'est ce que Vinci aura atteint fin 2023.
Et ils ont des contrats qui durent jusqu'en 2036. Donc, il faudrait sortir du contrat, c'est ce que moi, je trouve que c'est possible dans les concessions, dans le service public, quand vous avez des concessions d'eau ou d'ordures ménagères, si la société gagne moins que ce qu'elle avait prévu, et même si elle perd de l'argent, elle peut dénoncer le contrat. Donc moi je dis parallélisme des formes, je ne vois pas pourquoi le concédant à un moment donné ne peut pas dire on a dépassé ça. On y reviendra évidemment un peu plus tard dans ce débat. Martine Orange, je le disais, vous enquêtez depuis longtemps sur les concessions d'autoroutes. On va remonter un peu plus loin dans le temps, mais si je parle de 2015, ce plan de relance autoroutier, qu'est-ce qu'il y a dedans, qui le signe ? Qui le signe, c'est Emmanuel Macron en tant que ministre de l'économie et Ségolène Royal en tant que ministre de la transition écologique ou de l'environnement. Je me souviens plus exactement son titre. Et donc, à partir de ce moment-là, ce plan, il a été négocié à la suite de l'échec d'Ecomove, parce qu'on oublie ça. Et donc, quoi ça, pardon ? d'Ecomove, c'est-à-dire le moment où il était question de mettre l'écotaxe de Ségolène Royal, d'accord. Sur les portiques, non, de mettre un péage sur le... Sur d'accord. Le transport autoroutier. Et donc, qu'est-ce qu'on donne aux sociétés d'autoroute à ce moment-là, 2015 Eh bien, à partir de ce moment-là, il y avait une augmentation de tarifs qui était prévue en février 2015, et Ségolène Royal dit non, on bloque cette augmentation de tarifs. Et là-dessus, il y a une bagarre qui intervient entre les concessionnaires et l'État. Il faut savoir aussi qu'en même moment, il y avait quand même une commission qui était à l'Assemblée nationale justement sur les autoroutes et qui avait un projet de renationalisation des autoroutes et qui était signé par 152 députés déjà qui demandaient Et or, le blocage des tarifs plus les problèmes juridiques qui a bloqué toute l'initiative de ces députés et c'est Bercy qui a repris ce contrat et négocié ce contrat négocié par deux personnes que vous connaissez bien. Alexis Kohler, qui est aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée, et Elisabeth Borne, qui était à l'époque directrice de cabinet de Ségolène Royal. Olivier Babot, est-ce que l'État a mal négocié, ça peut arriver, ces contrats ? Alors oui, c'est possible qu'on n'ait pas eu à l'époque totalement l'expertise qu'il fallait pour des contrats qui sont extrêmement compliqués. C'est vrai aussi que quand on fait ces contrats comme ça, on est obligé de faire des hypothèses qui ne se révèlent pas les bonnes. Par exemple, celle sur les taux d'intérêt. Oui. On était obligé de supposer les taux d'intérêt qui étaient relativement hauts. En fait, ils ont été très bas, ce qui fait que les sociétés ont pu s'endetter à un coût bien moindre et donc ce qui fait mathématiquement augmenter la rentabilité. Il y a plein d'aléas. Théoriquement, effectivement, il y a un risque qui est un petit peu réparti. S'ils avaient perdu massivement de l'argent, je pense que l'État aurait probablement dû intervenir, c'est assez possible. Donc il y a cette incertitude-là. Ce qui est vrai, c'est que c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses, comme on dit à la campagne. Il faut regarder, il faut faire la lumière sur l'intégralité des investissements et de la rentabilité. À ma connaissance, très souvent, quand on augmente la durée, c'est parce qu'en fait c'est un donnant-donnant. Le gouvernement demande de nouveaux tronçons, de nouveaux investissements qui n'étaient pas prévus. Et donc il y a une négociation qui est faite en permanence. Parce que c'est ce qui s'est passé par nos intervenants en 2015. Il y a eu une prolongation, une prorogation, c'est ça? Voilà, en général, c'est la conséquence de nouveaux tronçons, de nouveaux investissements qui n'étaient pas prévus. Voilà. Ce qui est certain, c'est que des clauses de revoyure, il en fallait beaucoup plus. Et il en faut beaucoup plus, parce qu'il faut qu'en permanence, ça puisse être évidemment suivi. Mais il faut que les Français comprennent bien le problème de la concession, qui est un super modèle et extraordinaire depuis Louis XIV. Depuis le canal du Midi, c'est un truc génial. On s'est dit, on n'a pas l'argent, l'État n'a pas envie de mettre l'argent, on va laisser l'argent, laisser les investissements à une sorte de commerçant privé qui va créer les infrastructures, les utiliser, se payer dans les conditions qu'il faut évidemment déterminer, et puis à la fin il nous rend le tout, c'est-à-dire ce truc reste public. Mais ça marche si on contrôle, et si on contrôle bien et évidemment, régulièrement. et si on sait si la rentabilité est fixée de façon à ce que évidemment l'ensemble des gens n'aient pas l'impression de payer. Mais le problème, c'est que la question, c'est pas ce que c'est gratuit ou payant, attention, parce que les Français peuvent avoir l'impression que si c'est nationalisé, ils ne paieront pas. Non, c'est ce que c'est l'usager ou le contribuable. Il n'est pas tout à fait certain que ça soit moins cher collectivement si c'est nationalisé, parce qu'il y a un savoir-faire, des investissements qui sont à faire. Je pense que ça donne
un peu une leçon aussi sur l'État négociateur. Je pense que, en effet, les concessions, c'est probablement une très bonne solution et on comprend bien que l'État peut pas tout faire et qu'il délègue à des entreprises privées certains de ses services, certaines de ses actions. Mais ça se complique. Et c'est vrai que les entreprises en face, quand on a Vinci ou Eiffage avec des services juridiques, avec, on voit sur les chantiers ce qu'ils font dans le domaine du BTP ou quoi, c'est des armées entières. Est-ce que l'État est suffisamment armé pour prévoir ces contrats à la base, pour les négocier ensuite, pour sortir de là sans payer 40 milliards si on veut renationaliser? Et sans faire appel à un cabinet de conseil, c'est ça? Oui, et le payer des milliards. Bon. Non, mais on sent qu'il y a besoin dans cet État de rénover un petit peu peut-être les matières et d'avoir un volet un petit peu plus business. Il ne faut pas vouloir aller trop vite tout le temps, parce que là, on a voulu aller beaucoup trop vite. Et puis on avec des contrats. Et aujourd'hui, on a des contrats qui sont beaucoup mieux ficelés. Quand même, depuis 2015, il y a eu des progrès considérables sur les contrats. Alors, même si Bruno Le Maire disait tout à l'heure, il y en a qui ont 75 ans. Mais en fait, la durée des contrats dépend de la rentabilité du tronçon auquel on s'adresse. Parce que si le tronçon n'est pas vraiment rentable et qu'il y a quand même des investissements assez importants, il faut forcément que la durée soit assez longue. Mais plus la durée est longue, plus il faut de clauses de revoyure. De toute façon, ces clauses de revoyure, elles sont indispensables. C'est un moment de discussion et d'échange et on remet les choses à plat. Là, en fait, ça n'a jamais été fait. Alors, si on parle de rentabilité, quelques chiffres donnés par l'autorité de régulation des transports qui datent de ce mois de janvier sur les bénéfices des sociétés concessionnaires. On affiche près de 4 milliards d'euros en 2021. C'est plus 47% par rapport à 2020. Alors 2020, c'était une année évidemment particulière, année de Covid, de confinement. Donc il y avait eu des chiffres beaucoup moins importants pour ces sociétés. Mais même si on revient à l'année de référence qui est souvent 2019 dans le business, plus 11% par rapport à 2019. Je reprends la démonstration que vous faisiez tout à l'heure, Vincent Delahaye, et on va prendre l'exemple de Vinci qui est le plus proche en temps. Si la concession, telle que c'est prévu, continue pour Vinci, on va arriver à quel niveau de rentabilité ou de surprofit, s'il faut employer ces termes-là? Il faut que l'on s'entende bien sur ce qu'est la rentabilité. Parce que pour l'instant, on ne s'est pas vraiment entendu. Et personne ne veut se mettre autour de la table. Le gouvernement n'a pas envie de se mettre autour de la table, et les sociétés d'autoroutes non plus. Personne finalement se met autour de la table. Nous, on a essayé de faire... on a pris des risques au niveau du Sénat. On a dit, voilà, pour nous, la rentabilité, c'est la rentabilité actionnaire. C'est-à-dire que l'actionnaire apporte 16 milliards, et puis on regarde ce qu'il en retire. Et bien sûr que c'est à la fin des contrats qu'on détermine exactement, mais on peut faire des prévisions. C'est-à-dire que moi, en tant que rapporteur, j'ai vu les prévisions des sociétés d'autoroutes. Sauf qu'à chaque fois qu'ils me donnaient des chiffres, c'était couvert par le secret des affaires. Parce qu'il y a un secret des affaires jusqu'en 2036, vous voyez, les trucs sont en 2036. Mais il y a quand même un secret des affaires, donc on ne peut pas publier ces chiffres. Donc moi, j'ai publié mes propres chiffres. J'ai dit, moi, je veux publier des chiffres, donc j'ai publié mes propres chiffres. Et bien sûr, mes propres chiffres sont assez proches des leurs. C'est pas les leurs, mais j'ai pris des hypothèses qui font que c'est pas loin d'être les leurs. Donc, avec notre travail, on peut calculer la rentabilité sur la durée du contrat, avec bien sûr des chiffres prévisionnels qui sont soumis à quelques aléas, forcément. Donc, à partir de 2024, si ça continue pour ainsi, je repose la question différemment, c'est quoi? C'est des milliards en plus chaque année? C'est-à-dire que d'ici la fin des contrats, c'est-à-dire que pour Vinci, c'est 2036, pour Eiffage, c'est 2034, pour Abertis, c'est 2031. 2031, Abertis, pour moi, c'est presque pas un problème, puisqu'ils auront atteint leurs 8% en 2031. D'accord. Bon. Donc, à la limite, ils sont dans les clous. Donc, moi, je parle plutôt des deux autres. Les deux autres, il faut savoir qu'à partir de 2023-2024, donc Vinci 2023, Eiffage 2024, là, ils ont atteint les 8%. Et au-delà, ils vont aller jusqu'à 12%. Alors, nous, on avait calculé 11,30, 11,40. L'inspection générale des finances qui a validé notre calcul, notre méthodologie de calcul de la rentabilité actionnaire, eux, ils arrivent à 12%. Donc, ça veut dire qu'ils auront 50% de plus de rentabilité que ce qui était attendu à l'origine. D'accord. Et ça fait, si on le traduit en milliards, ça fait entre 30 et 35 milliards à discuter. Merci d'avoir répondu à ma question. Pour moi, c'est cet enjeu de discussion. D'accord. On écoute la réponse du président de Vinci Autoroutes. On l'a vu dans le sujet, mais c'est intéressant. Effectivement, il était auditionné au Sénat le 29 mars. Pierre Coppet, sur cette question. Oui, j'ai bien compris qu'il en gardait quelques-unes, secret des affaires. Sur cette question de la rentabilité. Le débat sur la rentabilité des sociétés concessionnaires d'autoroutes repose de moins en moins sur des considérations objectives et on est bien souvent dans des débordements passionnels. Et j'en appelle simplement au fait qu'une concession, c'est un contrat
dans lequel il y a des obligations et des compensations, avec un modèle dans lequel il y a des hypothèses, que l'ensemble de ces éléments sont suivis à la fois par le ministère des Transports, le Conseil d'État et l'Autorité de régulation des transports, et que si vous interrogez l'ensemble de ces institutions, elles considèrent que nous sommes tout à fait dans le cadre de ce qui a été prévu dans le contrat. Les conditions du contrat sont respectées, hein. Grosso modo, voilà ce que dit le patron de Vinci Autoroute, Martine Orange. Est-ce que c'est vrai? Tiens, par exemple, on vous donne 3 ans de plus à condition que vous fassiez des travaux supplémentaires. Déjà, comme je le signalais, il y a déjà un problème avec le secret des affaires et l'opacité qui entoure ces contrats, sachant quand même qu'il faut rappeler qu'ils ont repris des autoroutes et des concessions où l'essentiel était construit. C'était des ouvrages qui étaient achevés. Je veux dire que Firoute, c'est l'État qui l'a construit. Les autoroutes de Normandie, c'est l'État qui l'a construit. Donc ce sont des ouvrages qui sont déjà construits et amortis largement. Oui, donc, mais on continue de construire des nouvelles autoroutes quand même. Pour les nouveaux tronçons, c'est différent. Mais l'essentiel, pour ce qui concerne Vinci, Eiffage et Abertis, ce sont déjà des ouvrages qui sont construits depuis longtemps. Donc là, le problème de rentabilité, déjà, il n'est pas du tout le même que si vous prenez Paris-Le Havre ou Paris-Le-Rouen ou Aix-en-Provence, Gap, qui une des dernières autoroutes qu'on a construites. Et là-dessus, le problème, c'est que déjà, on ne sait pas les chiffres. L'autorité de régulation n'a pas de possibilité de les contrôler, ce qui est quand même très embêtant, parce que l'autorité de régulation, qui est normalement, qui doit, dans tout monopole, réguler les choses, n'a pas les chiffres. Elle ne connaissait même pas le contrat. Le contrat de 2015, elle n'a pas été ni associée aux discussions, et ce contrat était classé secret. Dans ce contrat, vous n'avez aucune possibilité de clause de revoyure. Il y a sur 60 ans, il n'y a aucune possibilité. On ne peut pas même leur appliquer des changements de fiscalité. Alors, sur ce contrat, vous nous dites... On peut finalement peut-être clause de revoyure ou peut-être le casser. Est-ce qu'il y a un risque, Olivier Babot, parce que là, on est sur le respect du contrat, c'est ce que disait le patron de Vinci, Pierre Coppet. Est-ce qu'il y a un risque juridique et donc financier pour l'État? Ce qui est certain, c'est que, alors moi je ne suis pas juriste et spécialiste de ces questions-là, mais c'est que ça se réglera devant les tribunaux. Et les tribunaux sont un pouvoir qui est indépendant et dont on ne sait pas ce qu'ils vont juger sur cette affaire. Car la réalité, c'est que quand il y a un contrat, théoriquement, ils obligent mutuellement. Quand on a signé un mauvais contrat, il arrive qu'on se morde les doigts, malheureusement. Alors, est-ce que la puissance publique peut avoir la possibilité d'y déroger? Dans quelles conditions? C'est ce que la justice dira. Ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas tout à fait sûr de la fin des courses, de comment ça va se passer. C'est là qu'il y a un aléa qui est un peu gênant. Ça durera longtemps. Ce qu'il faut dire, c'est si on fait rien. Ah ben non, si on fait quelque chose. Si on fait quelque chose, ça va durer longtemps, parce que le temps de la justice n'est pas le temps économique. Oui, ça durera longtemps. La concession et le contentieux. Il faut dire sur cette affaire que c'est quand même l'illustration, malheureusement, d'un État impécunieux qui, par l'odeur des milliards alléchés, a signé tout de suite parce que tellement c'était formidable de toucher tant de milliards. Ça, on y reviendra sur la privatisation. Des problèmes à terme, mais c'est toujours. Vous dites chiche sur la procédure judiciaire? Moi, je pense que le fait que l'État dise oui, on peut dénoncer, je pense que ça va obliger les sociétés d'autoroute à venir autour de la table. Et à un moment donné, il faut les obliger à venir autour de la table. Aujourd'hui, le rapport de force, il est en leur faveur. Et quand il y a un rapport de force en faveur d'un camp, il faut pouvoir l'inverser. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, et pas seulement ce gouvernement-ci, mais les précédents, n'ont pas eu assez de volonté pour inverser ce rapport de force. Je pense que le concédant et la puissance publique est suffisamment forte, normalement, pour pouvoir inverser un peu ce rapport de force. Et c'est ce qu'il faut arriver à faire, là, maintenant. Et on est dans ce... Et c'est bien d'en parler, parce que... Et je vous remercie d'en parler aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de médias qui s'en saisissent, et c'est bien, parce que c'est un sujet, on ne peut pas laisser les choses se faire. Si on écoute effectivement les concessionnaires, ils vont vous dire on attend la fin des courses et on verra bien ce qui se fera passer, mais ça sera trop tard. Plus qu'il y a moyen, il y a levier, parce que le levier c'est la prolongation, puisque l'idée n'est comme a priori, on peut en discuter, mais pas de nationalisation, ça veut dire prolongation, mais à ce moment-là, dans quelles conditions? Donc le gouvernement a la possibilité de dire on peut peut-être s'arranger tout de suite avant que ça soit plus dur plus tard. Un mot rapidement, oui. Il y a aussi une chose, c'est que dans le contrat qui
qui a été signé en 2015, il y a quand même une clause qui prévoit que un raccourcissement des délais de concession en cas de surprofit. Oui. Et donc cette clause existe, donc elle peut tout à fait être actionnée, et c'est pas par hasard que l'inspection générale des finances a évoqué cette possibilité, puisqu'elle est écrite dans le contrat. Et vous dites qu'on y est dans ce cas de figure des super profits. Alors justement, il y a ce mot qui revient, Émilie, dans notre débat ici et puis depuis plusieurs semaines en France. Peut-être depuis qu'il y a eu cette décision d'augmentation des tarifs, c'était début février, augmentation de 4,75% en moyenne des tarifs d'autoroute, ça a remis un coup de projecteur sur ces concessions autoroutières et sur les profits que les sociétés faisaient. Oui, parce que c'est un peu chasser les super profits, ils reviennent au galop. Cette séquence, donc en effet, sur les autoroutes, elle nous ramène à ce sujet. Et encore une fois, notre ministre de l'économie, particulièrement Bruno Le Maire, qui d'ailleurs était dans l'affaire en 2006, ne veut pas en entendre parler des super profits. À peine il consent que les calculs de rentabilité, on l'a signalé, les critères qui avaient été choisis au moment de la vente des autoroutes en 2006 et puis de la renégociation n'étaient pas les bons et qu'il faudrait réduire de quelques années la durée des concessions. Mais c'est pas la première fois finalement que le ministre de l'économie botte en touche quand on prononce devant lui ce mot magique. On l'écoute, c'était lors de l'université d'été du MEDEF fin août 2022. Vous avez bien sûr entendu parler de cette polémique aussi sur les super profits. Non. Vous n'étiez pas là cet été alors? Non, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit. Donc non, je n'ai pas entendu. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais. Alors, donc Bruno Le Maire ne sait pas ce que c'est que les super profits. Pourtant, au moment même, les grandes entreprises françaises annonçaient des dividendes records. On était sur plus de 44 milliards d'euros versés pour le deuxième trimestre 2022. Donc des sommes quand même assez conséquentes et ça discutait beaucoup à l'Assemblée nationale autour de ça. Au point que la première ministre elle-même, Elisabeth Borne, avait indiqué, c'était dans le Parisien à la même période, ne pas fermer la porte à une taxe sur les super profits elle-même. Comme un écho aux demandes qui étaient réitérées de l'opposition durant les discussions sur le projet de loi de finances pour 2023, côté NUPES évidemment, mais aussi du côté des alliés du gouvernement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un amendement qui avait été déposé par le MoDem sur le sujet, donc des super profits. Et quelques mois auparavant, le président de la République avait lui-même réagi à ce sujet. C'était en juin 2022, lors du sommet du G7 en Allemagne. On l'écoute. Certains producteurs et beaucoup de spéculateurs qui font beaucoup d'argent sur le contexte géopolitique. Est-ce que ça peut durer? Non. Nous avons des gens qui ont spéculé sur la guerre et aujourd'hui, vous avez des gens qui font beaucoup d'argent sur la guerre. On appelle ça des profiteurs de guerre. Une charge donc brutale sur ces profiteurs de guerre, mais qui, selon Emmanuel Macron, devait se régler au niveau européen. Et la rhétorique est une fois de plus délicatement choisie. Il n'y a pas le mot super profit. Ouais. Voilà, c'est pas une taxe sur les super profits. On est sur une contribution exceptionnelle qui est demandée aux énergéticiens. Pourquoi une telle attention? Alors, il s'agit pour le ministre de l'économie, comme pour le président, de ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Parce que finalement, si on taxe les super profits des énergéticiens, on va pouvoir faire la même chose sur la grande distribution, les assureurs, les banques, etc. En gros, toutes les entreprises qui feraient des profits supplémentaires, excédentaires à ce qu'on considère comme raisonnable. Et globalement, c'est tout l'inverse du choix du gouvernement, qui est assez libéral, c'est-à-dire alléger les entreprises des taxes superflues, entravant leur croissance. On le voit même avec les impôts de production qui ont été allégés. Oui, pour conclure, est-ce qu'on passe à un autre cap là, avec les autoroutes? En tout cas, l'épisode actuel des autoroutes montre que le sujet n'est pas clos et qu'on va en reparler. Il faudra peut-être à terme penser à aller plus loin et surtout dépasser cette guerre idéologique, super profit, pas super profit, pour adopter peut-être une approche plus pragmatique, on en parlait. Pourquoi l'État ne profiterait pas des super profits réalisés par des sociétés qui exploitent tout simplement ces infrastructures, comme vous le rappeliez tout à l'heure? Olivier Babot, votre avis là-dessus? Alors, c'est un sujet intéressant et compliqué. Effectivement, le terme de super profit est gênant parce qu'il n'y a pas de définition claire. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on l'accepte, c'est un peu comme turbo-ultra-néolibéralisme, c'est que ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, on peut le dire, ça peut être utilisé dans le débat public, mais ce n'est pas très actionnable économiquement. Le terme de super profit, effectivement, il y a des profits. Alors, effectivement, en économie, on connaît le terme de rente, par exemple. Théoriquement, le profit doit être la contrepartie d'une prise de risque, par exemple. Donc, en fait, on pourrait dire
dire qu'il y a des profits qui sont indus, qui sont peut-être excessifs. En tout cas, dans le cas des énergéticiens, évidemment, c'est une condition un peu difficile. Enfin, c'est assez différent et ça peut être assez compréhensible. Il faut dire que c'est déjà fiscalisé. Je veux dire, les profits ne sont pas fiscalisés. D'ailleurs, je crois qu'il y a 40% du prix du péage que vous payez qui sont, à ma connaissance, c'est des impôts qui sont versés. C'est-à-dire que l'État, il touche déjà. Il touche à proportion des profits qui sont supérieurs. La question, c'est est-ce qu'on doit plus fiscaliser les profits qui sont au-delà? Est-ce qu'on fait une forme de progressivité dans la taxation sur la taxation des entreprises? Il faut dire que même s'il y a eu de la baisse sur les impôts de production, on est quand même les entreprises françaises sont parmi les plus fiscalisées du monde quand même. Donc voilà, on peut parler de productivité et de compétitivité. Et à un moment donné, si on veut que les entreprises réussissent et embauchent, il faut peut-être qu'elles soient Vincent, est-ce que vous voyez réagir à la chronique sur tout ce qui vient d'être dit, parce que c'est vrai qu'au Sénat, l'Union centriste, vous ne l'avez pas dit, mais on avait déposé un amendement, nous, sur une contribution exceptionnelle. C'est moi qui ai trouvé le terme. Et je suis content que ça a été repris par ailleurs. Et j'avais défini ce qui me semblait être des profits, non pas des super profits, mais en fait des profits un peu exceptionnels. Dans une période de crise, il faut s'en souvenir quand même, où on a lâché les milliards dans tous les sens. Donc on y allait, on soutenait tout le monde, on soutenait les entreprises, on soutenait les particuliers, on est allé dans tous les sens. Donc on a lâché tout, très bien. Donc dans cette période-là, moi, il me semblait pas... Moi, je suis pas un fanat des impôts, parce qu'il n'y a pas que les entreprises qui paient trop d'impôts, les particuliers aussi. En France, on a une dépense publique qui est très importante, donc forcément, en face, on essaie d'avoir un niveau d'impôt qui est pas suffisant, parce qu'on a un déficit de 160 milliards, je vous le rappelle. Donc ça veut dire que le niveau des impôts n'est pas suffisant par rapport à nos dépenses, et on va encore nous annoncer 413 milliards de plans pour la défense. Moi, on en parlait en début. Oui, je sais, j'ai entendu tout à l'heure. C'est vrai que moi, je trouve ça assez effarant. On s'endette sur les générations futures. Simplement, pour vous dire, nous, comment on avait défini? Moi, j'avais dit, dans la période de 2020-2021, les sociétés qui font des profits qui sont supérieurs à 20% de ce qu'elles faisaient les 3 années précédentes, à la moyenne des 3 années précédentes, on prenait 2019, 2018, 2017, des années normales, et on se disait, quand on est au-delà de 20%, à ce moment-là, on prend une partie, on prend une partie, on prend pas la totalité de ce qui excède, mais on en prend une partie pour contribuer en fait à l'effort collectif. Et moi, je trouvais ça normal, je trouve toujours ça normal, je trouve pas, et je suis pas pour que ça soit durable, je dis que c'est vraiment une contribution exceptionnelle sur ces années-là. Je trouvais pas aberrant que ces grandes sociétés qui, tant mieux, font des profits, on est content d'avoir ces sociétés qui font des profits, mais on est content aussi qu'elles participent à l'effort collectif. Martine Orange. Oui, non, mais moi je voulais revenir sur le terme de super profit. Nous ne sommes pas dans un cas de super profit, nous sommes dans un cas de rente. Pour les autoroutes. Pour les autoroutes. Et dans les autoroutes, je veux dire, on va revenir à un terme de définition économique assez simple. Nous sommes en place dans une situation de monopole physique naturel. En économie, à partir de ce moment-là, il y a 2 choses. On sait que tout monopole physique crée une rente. À partir de ce moment-là, où c'est l'État qui la prend? Ce qu'il faisait avant avec les autoroutes, ce qui permettait de financer et le développement du ferroviaire et le développement des routes, où on décide de le confier au privé, et à partir de ce moment-là, avec des autorités de régulation et avec un contrôle, une régulation extrêmement forte. Il y a d'autres pays où ça existe? Il y a d'autres pays où ça existe, c'est notamment en Grande-Bretagne. Au moins, ils ont été jusqu'à la logique du chose, et je peux vous assurer que les autorités de régulation britanniques sont des régulations sérieuses, avec des pénalités sérieuses, etc. Nous avons des autorités de régulation inexistantes en France, ce qui fait que ça permet à la rente de prospérer. Nous sommes devant un oligopole privé qui est en situation de rente indue. Et à partir de ce moment-là, ça suppose, et je vais vous citer juste un exemple, quand elles ont pris les sociétés, la première chose qu'elles ont fait, c'est ça, elles ont décapitalisé ces sociétés en remplaçant le capital par des emprunts, puisque les emprunts sont, à partir de ce moment-là, déductibles de l'impôt sur les sociétés. Et donc, vous faites apparaître mécaniquement une moindre rentabilité de la société. Pour payer moins d'impôts. Pour payer moins d'impôts. Et là, vous remontez évidemment à l'époque de la privatisation. On va en parler tout de suite grâce à Quentin Calmet, puisque dans ce feuilleton des concessions autoroutières, rebonsoir Quentin, il y a évidemment cette étape ultra importante, 2005-2006, avec notamment Dominique de Villepin. Voilà, on le disait, sous Jospin, le capital des autoroutes avait été ouvert au privé, mais toujours avec un État qui était majoritaire. C'est effectivement en 2005 que Dominique de Villepin et son ministre des Finances, Thierry Breton, prennent la décision de franchir le pas. L'État vend
ses participations dans les sociétés concessionnaires pour 14,8 milliards d'euros. Une décision qui interroge à l'époque, y compris à droite. Exemple, Gilles Carrez, à l'époque rapporteur UMP du budget, il dira en 2019 « C'est un bijou de famille, un élément du patrimoine qu'il ne fallait pas brader ». Alors en 2020, au Sénat, la commission d'enquête avait reçu Dominique de Villepin pour refaire un peu le feuilleton. À l'époque, vous étiez rapporteur de la commission d'enquête. Eh bien, Dominique de Villepin se défendra de toute erreur, avec au passage une petite mise au point, on l'écoute. Nous n'avons pas décidé la privatisation des autoroutes. Les autoroutes françaises font partie du domaine public. Contrairement à ce que l'on peut parfois lire ou entendre, l'État en est toujours le propriétaire. À la fin des contrats de concession, nos autoroutes ne disparaîtront pas et demeureront la propriété des Français. À la fin des contrats, soit dans les conditions de 2005 à compter de 2028, l'État récupérera une infrastructure en très bon état, améliorée sur la base des travaux de rénovation et d'aménagement imposés par les cahiers des charges de l'État. Mon gouvernement n'a pas bradé les bijoux de famille, pas plus qu'il n'a tué la poule aux œufs d'or, bien au contraire. On le voit, un pas de mea culpa sur les manquements dans les contrats signés à l'époque, mais un petit aveu qu'il a dit aussi. Il était alors pieds et poings liés par l'Europe, dit-il, contraint de se conformer, je cite, aux exigences de la Commission européenne qui était favorable à l'ouverture à la concurrence. C'est une citation. Alors, il y a une deuxième étape que l'on va rappeler. Là, on est en 2014, des alertes qui fusent dans tous les sens sur la surrentabilité, on y revient, des sociétés d'autoroutes. Voilà, c'est la deuxième étape aussi, qui est citée par vos invités depuis le début. Effectivement, plusieurs instances à ce moment-là tirent la sonnette d'alarme, l'autorité de la concurrence, la Cour des comptes, même le Sénat à l'époque et l'Assemblée nationale qui parlent de cette rentabilité exceptionnelle. Une ministre met les pieds dans le plat, Ségolène Royal, elle tente d'instaurer un bras de fer, décide même de geler les tarifs des péages. Ségolène Royal qui racontera des années plus tard, à nouveau en 2020, que les sociétés d'autoroutes refusaient de venir autour de la table des négociations, forts de leur contrat. Elle fait le récit d'une impuissance de l'État. Écoutez-la au Sénat en 2020. Elles ont eu le beurre et l'argent du beurre, les autoroutes. Elles ont fait croire, parce qu'on était insuffisamment énergique en face, qu'il y avait une obligation d'augmentation permanente des tarifs. Ils avaient réussi quand même à faire croire à tous leurs interlocuteurs du côté de l'État, ah bah oui, l'augmentation c'est tous les ans. Or, c'est pas vrai. Quand on regarde, et même dans le contrat, et d'ailleurs la Cour des comptes le dit clairement, et la Commission européenne le dit, mais non, soit ça augmente, soit ça baisse. Alors à l'époque, le gouvernement avait négocié des rallongements des concessions en échange de travaux pour 3,2 milliards d'euros. D'ailleurs, Vincent Dehaye, vous dites qu'il ne faut plus jamais refaire ça. On vous a entendu le dire récemment. Mais on retiendra cette leçon quand même de Ségolène Royal lâchée en 2020. Il faut qu'on arrête d'être naïf, qu'on ait aussi l'esprit business au profit de l'État. Est-ce que vous faites le même constat d'une impuissance de l'État dans ce dossier? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi j'étais surpris dans l'audition de Ségolène Royal qu'elle dise qu'elle avait signé le protocole de 2015, dont on a déjà parlé un petit peu, sans connaître son contenu. Donc moi, ça m'a quand même un peu surpris, si vous aviez pris l'extrême. Mais en l'occurrence, le protocole de 2015, effectivement, on a négocié aussi en position de faiblesse parce qu'elle avait pris une initiative personnelle qui était, à mon avis, même pas partagée au niveau gouvernemental, avait annoncé le gel des tarifs de 2015. Et à partir de là, effectivement, on était en position de faiblesse vis-à-vis des sociétés d'autoroutes. Et du coup, le protocole de 2015 a été négocié à toute vitesse, encore une fois à toute vitesse, avec finalement 3 ans de prorogation contre 4 milliards de travaux. Mais en réalité, quand on fait le calcul, on s'aperçoit que les sociétés d'autoroutes y gagnent. En plus, souvent, les travaux, ils sont décalés dans le temps. Donc, et ça, on réajuste pas les choses. Donc, en fait, les 4 milliards, ils ne sont pas dépensés au moment où c'était prévu, mais un petit peu plus tard, un peu plus décalé. Donc, tout ça... Donc, c'est des choses où, effectivement, la puissance publique manque de volonté, je pense, et le gouvernement, la plupart du temps aussi. Alors, peut-être qu'il a d'autres choses à gérer, bien entendu. Mais c'est un sujet majeur, parce que d'abord, il y a de l'argent public. Moi, je ne crois pas à la gratuité. On pourrait peut-être en discuter, parce que pour les gens, effectivement, la nationalisation, ça peut vouloir dire gratuité, mais c'est une erreur monumentale. Parce que d'abord, il n'y a rien de gratuit. Si ce n'est pas l'usager qui paye, c'est le contribuable. Et ensuite, en Espagne, par exemple, ils ont fait ça. Mais ça veut dire que tous les touristes qui vont en Espagne, en fait, ils roulent sur le dos du contribuable espagnol. Bon, c'est gentil, mais donc, nous, dans un pays touristique comme la France, et puis on est traversé par beaucoup d'autoroutes et par beaucoup de véhicules qui ne sont pas des véhicules français. Bon, c'est bien qu'ils contribuent aussi à l'entretien de nos voies, nos routes nationales, et qu'on puisse aussi utiliser cet argent-là pour améliorer nos infrastructures.
non seulement routière, mais aussi ferroviaire. Et c'est vrai que ça serait intéressant qu'on puisse utiliser. Il s'agit pas de dire on va faire des cadeaux aux automobilistes, mais si électoralement ça serait sympathique. Mais en réalité, on n'est pas du tout dans cette époque-là. On n'est pas là pour favoriser la voiture, mais on est là pour utiliser cet argent pour faire des choses qui soient utiles pour l'intérêt général. Est-ce qu'il faut en passer par une renationalisation, même si j'ai bien entendu l'argument de Dominique de Villepin, c'est vrai que ça appartient toujours à l'État, mais enfin les concessions sont tellement longues que bref, on peut se poser la question. Regardez cette tribune d'une trentaine de sénateurs et députés socialistes qui a été publiée, je crois que c'était samedi dans Le Monde. Ils militent pour la création d'un établissement public pour gérer l'ensemble du réseau routier national, y compris les autoroutes, lorsque leurs contrats seront échus. Voilà ce qu'écrivent ces sénateurs et députés socialistes. Olivier Babot, est-ce que l'État ferait forcément mieux que les sociétés privées? C'est une question centrale, si on se pose la question. C'est une question essentielle, d'autant plus que malheureusement, il y a plein d'illustrations qui montrent que parfois l'État n'est pas tout à fait aussi efficace que les acteurs privés, d'autant plus que c'est un métier de professionnel, c'est technique, il y a beaucoup de modernisation, il y a des évolutions technologiques très très fortes, beaucoup de choses qui vont être demandées aux autoroutes. Si vous comparez aujourd'hui la partie qui est concédée et la partie qui est publique, je ne suis pas sûr que la comparaison elle soit tout à fait au profit de la partie publique. En particulier si vous regardez d'ailleurs dans les autres pays où il faut quand même s'enorgueillir de temps en temps, on a les plus belles autoroutes d'Europe, enfin de loin. Et puis même si vous savez, je sais pas, j'étais à Los Angeles il y a quelques temps, c'est affreux, je veux dire l'état des systèmes autoroutiers. Donc on a vraiment, on a des choses extraordinaires. On a vraiment, j'ai pas vu le Portugal, mais c'est vrai qu'on a quand même, on peut être content de nous. C'est peut-être lié effectivement à ce surprix malheureusement qu'on paye. Alors vous avez tout à fait raison. Le problème du monopole, c'est que il y a ce problème du prix de monopole qui fait que il peut librement le monopole fixer théoriquement à peu près au niveau qu'il veut. Donc vous dites quoi? On garde la structure privée, mais on la contrôle mieux. Si on nationalise, il faut qu'on réfléchisse très très bien. D'abord parce qu'il faut regarder les coûts complets de reprise. Ça se fait pas d'après ce qu'a dit, je sais pas qui a dit, expliqué que c'était 30-40 milliards à peu près le coût, même si on voulait nationaliser à terme. Alors est-ce que normalement à la fin du concession c'est à coût nul? Je crois normalement, théoriquement, c'est qu'on n'a pas de dédit, si vous voulez en quelque sorte. En revanche, est-ce qu'on sait vraiment le faire aussi bien? Ça veut dire qu'on va devoir embaucher plein de gens, commencer à le faire. Je veux dire, c'est pas par hasard si même dans l'eau, très souvent c'est les concessions. C'est parce qu'on préfère donner à des entreprises privées dont c'est le métier et le savoir-faire. La question derrière, c'est effectivement de contrôler le tarif, le fonctionnement, le retour sur investissement et donc de bien écrire les contrats. Cette question de la renationalisation, le gouvernement a répondu. En l'occurrence, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, c'était au Sénat, il répondait à une question de Marie-Noëlle Lienemann. À la question très précise, est-ce que le gouvernement est prêt à travailler à la perspective de la renationalisation des autoroutes? Ma réponse est la même que celle que la Haute Assemblée a faite à la proposition de loi qui a été portée par votre groupe, c'est non. La renationalisation, c'est 50 milliards d'euros. Ces 50 milliards d'euros, nous avons la conviction que nous devons les utiliser au service non pas de la route, mais de la décarbonation des transports, des reports fluviaux et en particulier des investissements dans le ferroviaire. C'est vrai, Martine Orange, qu'il y a des investissements quand même importants à faire aujourd'hui sur les autoroutes, notamment pour répondre à l'électrification qui est en cours. Il y a des investissements importants, mais je voudrais revenir déjà sur ce que me disait Monsieur Babot, parce que on a su faire, on a su construire des très belles autoroutes. C'est la puissance publique qui les a construites, les autoroutes, et sous contrôle de la DDE, sous le contrôle du ministère des Transports, et on avait parfaitement l'expertise et les moyens de faire les choses. Je ne vois pas pourquoi. Donc si on récupérait l'argent des péages, on pourrait faire la transition écologique de la même façon, par exemple. Écoutez, parce que c'est une vraie question aujourd'hui. Il faut quand même sur les autoroutes. Non, mais il faut regarder. La transition écologique va demander énormément de capitaux, des masses de capitaux qui sont. Mais là, je parle de l'équipement des autoroutes. Je ne parle pas en général. Je parle de l'équipement des autoroutes. Sur les équipements des autoroutes, oui, mais c'est pas. À mon avis, c'est pas les dépenses les plus urgentes. La dépense les plus urgente, c'est quand même l'entretien et le maintien du ferroviaire, parce que pendant qu'on a nationalisé, pendant qu'on a recédé les concessions autoroutières au privé, on s'est privé d'autant d'argent pour le ferroviaire, on a détruit 15 000 kilomètres de réseaux ferroviaires, faute de pouvoir les entretenir. Et cet argent des péages, il servait aussi à... Je reviens aux autoroutes, et puis je vais vous donner la parole dans un instant, évidemment, mais Olivier Babot, je suis un peu têtu sur ces investissements. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour les sociétés d'autoroutes
de passer à l'électrique, parce que c'est ça l'enjeu. L'idée, c'est qu'il faut décarboner la route. Oui. Il faut jouer de toutes les modalités possibles, mais la route, l'idée, c'est qu'on la décarbone le plus possible. Et pour ça veut dire qu'il y a des équipements qui sont plus les mêmes. Si demain, c'est des voitures électriques, d'abord, il faut qu'il y ait les recharges. C'est aussi de plus en plus d'investissements sur la sécurité, parce que les exigences sont plus les mêmes. On peut aussi imaginer qu'on arrive de plus en plus vers des voitures qui vont être autoconduites, qui vont d'ailleurs pouvoir consommer beaucoup moins des péages, de l'électricité, suppression des péages, naturellement. D'ailleurs, des péages physiques. On continuera de payer, mais la voiture sera repérée par une caméra. Celui l'usager qui paye, encore une fois, effectivement, compte tenu du nombre de touristes, et puis même, c'est normal. Il y a des gens qui prennent pas la voiture pour prendre l'autoroute. C'est pas normal qu'ils payent pour quelqu'un qui va être un grand utilisateur. Donc, il y a des investissements importants qui sont effectivement une goutte d'eau par rapport à tous ceux qu'on doit faire pour la transition énergétique. Bon, il faut savoir le faire. Si l'État voulait avoir ses compétences, il pourrait. Il faudrait qu'il le veuille. Je veux dire, on prend ces gens et puis on crée ces compétences et on les fait. Dans tous les cas, ces investissements, il faut les faire. Ça, c'est sûr. Vincent Delahaye, renationalisation ou pas? Moi, je crois qu'il faut utiliser les compétences. Et c'est vrai que l'État, si vous me donnez un service ou une infrastructure qui est bien gérée par l'État, moi, je suis preneur. Il faut que vous me donniez l'exemple tout de suite. Là, moi, je pense que l'État est la plupart du temps pas bon gestionnaire. Et s'adresser à des sociétés qui ont la compétence et le savoir-faire, je pense que c'est le meilleur moyen d'optimiser le retour pour le public. Sauf qu'il faut avoir des bons contrats et un bon suivi. Et aujourd'hui, on a un meilleur suivi, pas encore optimal, mais on n'a pas de bons contrats. Donc, c'est ça qui cloche. Alors après, les investissements, vous posiez la question sur les investissements. Oui. Alors, les sociétés d'autoroutes, vous les interpellez aujourd'hui et elles vont vous dire « Ah, ben c'est 60 milliards ». Voilà, et moi j'ai déjà entendu ce chiffre. On nous dit c'est 60 milliards, vous vous rendez compte, c'est énorme. Bon. Il faudrait expertiser ce chiffre-là. C'est leur chiffrage à eux. C'est pas d'un coup déjà. C'est pas d'un coup, ça vient pas comme ça d'un seul coup. Et il faut faire très attention de toute façon aujourd'hui à ces contrats parce que effectivement, si on veut récupérer les autoroutes en bon état à la fin des contrats, il faut que les sociétés continuent à investir. Et moi, dans ce que j'ai vu dans leurs prévisions, c'est qu'il y avait plutôt une baisse des investissements sur les dernières années du contrat. Ce qui veut dire que, en fait, l'entretien dont on loue la qualité aujourd'hui, on peut se dire, en fin de contrat, finalement, on va avoir un truc, et puis après, on peut toujours entamer un contentieux. Ils vous diront, nous, on a les reins solides, vous pouvez y aller. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que s'il faut entamer un contentieux, il faut mieux l'entamer dès aujourd'hui. Il ne faut pas attendre la fin des contrats pour entamer un contentieux. Et on a des sociétés qui maîtrisent bien leur sujet, donc il n'y a pas de raison de ne pas continuer avec elles, à condition qu'on soit d'accord sur les conditions avec lesquelles on continue. Et la question de l'autorité de régulation, évidemment, vous voulez intervenir? Oui, je me disais qu'il y a quand même besoin, vous le dites, sur la transition écologique, les autoroutes, si c'était à l'État, ils commenceraient à penser partage, covoiturage, il y a des fils qui sont réservés pour ça, on commence à voir sur les autoroutes. Les sociétés d'autoroute, comment ils pensent aussi, tout à fait. Ça fait partie des services qui sont déjà en place parfois et qui vont peut-être se développer. Tout à fait, et puis vous avez dit l'électrique, on peut penser des stations même à hydrogène, des choses comme ça. Donc... Quand vous regardez sur l'énergie ce qu'on anticipe au niveau de l'État, sur l'électricité, vous sentez qu'ils anticipent beaucoup là pour 2030 et 2035. Moi, je ne le sens pas du tout. Dès qu'on creuse un sujet avec l'État, il n'y a aucune anticipation. Oui, mais il y a des besoins et il y a une surrentabilité. Et ce n'est pas le seul endroit où il y a ces aspects-là, c'est-à-dire beaucoup de besoins, et notamment en termes d'investissement dans la transition écologique, et beaucoup de super profits, comme on en a parlé, ou en tout cas de surrentabilité, ou en tout cas de gains exceptionnels. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là en termes d'État d'une manière un petit peu plus globale? Parce que de toute façon, on sait que la transition écologique, il va falloir la financer quelque part. Et ça ne va pas être l'État seulement qui va pouvoir la financer. Mais tiens, je reviens sur la question de l'augmentation du mois de février. Elle était automatique. L'État elle était malheureusement prévue dans les. Elle est malheureusement prévue dans les contrats. Mais ceci étant dit, elle est déconnectée. Elle est déconnectée de l'évolution des charges des sociétés d'autoroutes. Oui. C'est ça qui ne va pas. Parce que qu'on compense l'augmentation de leurs charges, on se dirait oui, ok, on compense. Mais là, on fait beaucoup plus que compenser. Ça veut dire qu'on leur donne 300 millions d'euros par an de plus de profit. Oui. Donc vous parliez de 4 milliards tout à l'heure, mais il y a 300 millions en plus du fait de cette augmentation et jusqu'à la fin des contrats. Donc à un moment donné, c'est pas normal qu'on laisse les choses en l'état. Et alors compris. Après ils vous disent on fait quelques petits gestes, on fait 20 millions de gestes. Attendez, il faut les remercier pour 20 millions et de l'autre côté ils empochent 300. Merci beaucoup et évidemment je termine en disant qu'on a proposé aux sociétés autoroutes de participer à ce débat et qu'elles n'ont pas souhaité le faire. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Sens Public et puis notez que le prochain invité politique sur notre antenne dans la matinale, Oriane Mancini reçoit Laurent Marcangeli, le président du groupe Horizon à l'Assemblée. Belle soirée à toutes et à tous.